Bonjour tout le monde. Demain le Mali. Enjeux économiques, exigences et promesses du panafricanisme. Pourquoi cette thématique? En raison d'un regain d'intérêt certain pour le panafricanisme à la faveur de la violence systémique que le Mali subit depuis 2013 au nom de la lutte anti-djihadiste. J'ai l'intime conviction que nous pouvons sortir par le haut de cette impasse en nous mettant à l'écoute de ceux qui ont pris le temps de questionner notre histoire, le temps long. Parce que le panafricanisme, c'est des hommes et des femmes qui ont dit non, depuis toujours, à la domination, dont Hamza Boukari Yavara est l'un des historiens les plus pointus et les plus engagés. Je voudrais qu'ensemble, Hamza et moi, nous clarifions, et à travers une série d'entretiens, différents aspects de l'agression du Mali sous l'angle de la guerre économique. J'ai donc l'énorme plaisir de le recevoir aujourd'hui à Bamako et le remercie en votre nom à tous, puisque je suis persuadé que vous êtes nombreux à le suivre ici. Donc Hamza, bienvenue à Bamako et merci d'être là. Merci Aminata, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être à Bamako, c'est un plaisir d'échanger avec toi au regard de tout ce que tu as pu produire pour défendre les peuples africains et les intérêts du continent africain et du Mali. Et je pense que l'introduction que tu viens de faire recadre parfaitement les enjeux qui sont ceux de repenser le panafricanisme dans un contexte concret, dans un contexte de guerre économique, et de remettre en avant les éléments liés aux luttes contre l'esclavage, contre la colonisation, contre le capitalisme, contre l'impérialisme, dans un cadre bien précis, qui est celui de notre actualité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde le Mali et Bamako est le centre d'un certain nombre de luttes qui ont déjà existé dans le passé. Merci Hamza. Hamza est l'auteur de Africa Unite. Vous avez entendu parler de cette contribution à la réflexion sur l'impérieuse nécessité pour l'Afrique de s'unir. Et il est co-auteur de L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, et également un livre sur le Mali. En plus de ces écrits, je vous propose de télécharger une série d'émissions sur l'histoire du panafricanisme qu'il a produit sur Amani TV. Donc voilà, en termes d'outils, il y a de la matière pour tous ceux et toutes celles qui veulent vraiment aller plus loin dans la réflexion sur ce combat aujourd'hui que nous avons le devoir de poursuivre. Dans un premier temps, je voudrais que Hamza, tu nous lises rapidement l'histoire de cette lutte, son importance aujourd'hui en ce début du XXIe siècle et ses enjeux. Oui, en quelques mots, le panafricanisme est né parmi les Africains déportés durant la traite dans les Amériques, qui ont rapidement compris que leurs conditions d'esclavagisés étaient liées à leur origine, donc le fait d'être noir. Donc il y a un lien très fort dès le départ entre le capitalisme, le colonialisme et le racisme, qui se traduit dans le cadre de la traite et qui va faire naître un sentiment de solidarité.
Donc je pense que l'un des premiers éléments, c'est ce sentiment de solidarité qui dépasse justement les identités ethniques, nationales, géographiques, puisque ce sont des Africains de tout le continent qui se retrouvent déportés du fait de leur identité africaine. Et depuis l'extérieur du continent, ils prennent conscience de l'importance de s'unir pour se libérer dans un contexte d'oppression, dans un contexte de domination. Et la révolution haïtienne, qui intervient en 1804, l'indépendance d'Haïti, est très importante parce que pour la première fois, on renverse un système qui est à la fois capitaliste, qui est colonialiste, qui est raciste, et on tente de mettre en place un modèle d'égalité sociale, qui est très difficile dans un contexte, dans un environnement qui est dominé justement par un système d'État-nation instauré par l'Europe. Et ce système d'État-nation va être ensuite appliqué dans le cadre de la colonisation à la fin du XIXe siècle. Et donc on va voir se superposer sur le continent africain des identités, des intérêts extra-africains qui vont amener les Africains de la diaspora à comprendre qu'ils ne seront jamais libres aux États-Unis ou au Brésil tant que le continent africain ne sera pas libre. Et donc tout au long du XXe siècle, on aura des congrès panafricains, des rencontres, des figures, Webb Dubois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, qui vont ramener progressivement le panafricanisme sur le continent et comprendre qu'il est important que l'Afrique se libère et qu'elle s'unisse. Pour qu'elle ait une voix dans les affaires mondiales, elle a besoin d'avoir son unité. Pour qu'elle puisse défendre ses intérêts, elle doit être unie. Et c'est dans ce contexte-là qu'à l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah explique très clairement que l'indépendance du Ghana n'est rien sans la libération et l'unification du continent africain. Et donc ce projet d'unité africaine qui arrive à la fin des années 50, il est concomitant avec le projet de construction de l'Union européenne. Et donc dès le départ, il y a une rivalité entre l'unité de l'Europe et l'unité de l'Afrique. Et pour les Européens, l'unité de l'Europe n'est possible qu'à travers l'infériorisation de l'Afrique. Et ce sont des cas très concrets, la guerre d'Algérie, le Congo, les enjeux autour du Sahara et donc du Mali, qui vont amener l'Europe à bloquer le panafricanisme révolutionnaire. Et ensuite à fomenter un certain nombre de coups d'État contre des figures comme Patrice Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Amilcar Cabral, pour instaurer des régimes néocolonialistes et néo-impérialistes. Et donc le panafricanisme, depuis cette époque-là, est un peu repoussé dans des marges. Il n'existe pas dans les oppositions politiques classiques africaines, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun opposant politique crédible aujourd'hui sur le continent africain qui s'inscrive vraiment dans cette tradition purement panafricaniste. Mais au niveau des jeunesses, au niveau des sociétés civiles, au niveau également des médias et de l'espace culturel, il y a une forte sensibilité panafricaine qui convient aujourd'hui de transformer, je dirais, en acte de transformation économique, politique, culturelle, écologique. Donc la question qui se pose sur le cas du Mali, elle est à la fois décoloniale, c'est-à-dire que la décolonisation n'a pas été achevée, et l'un des enjeux justement du panafricanisme est de libérer totalement le continent africain. Ce n'est pas le cas parce que nous avons toujours des enclaves coloniales, que ce soit Ceuta et Melilla, que ce soit Mayotte. Nous avons également toujours des formes de domination économique qui sont calquées sur le modèle colonial. Et nous avons aussi des enjeux qui sont liés au fédéralisme. Donc comment construire ce modèle politique qui nous permet d'avoir des échelles de subsidiarité? À quel niveau le pouvoir politique doit s'exprimer? Est-ce qu'il doit s'exprimer au niveau des municipalités, au niveau des régions, au niveau des espaces transnationaux ou au niveau des États tels qu'ils ont été découpés par la colonisation, notamment lors de la conférence de Berlin? Donc la question des frontières et la question de l'ingérence dans les affaires dites internes des pays africains est quelque chose qui aujourd'hui est au cœur de la question du Mali, puisqu'il y a une question frontalière et il y a une question d'implication des pays frontaliers via notamment la CEDEAO. Merci infiniment. Cette introduction en dit long sur la pertinence des actes de rupture qui sont posés dans le cadre de cette transition, qui ne sont pas nécessairement compris par tous, parce que l'Afrique est désunie, parce que divisée. Chaque fois que les autorités de la transition se déplacent à un endroit, par exemple quand ils sont allés à Accra pour parler à la CEDEAO de ce qu'il fallait faire, les opposants politiques les devancent partout, que ce soit ici. Alors là, l'investiture de Bazoum, c'était quelque chose. Il y avait pratiquement autant de Maliens que de Nigériens. Alors, ça bouge, on fait de la politique. Mais cette politique-là,
et s'inscrit dans le cadre de sérieux malentendus, de division de la classe politique, une partie qui se croit plus avant-gardiste à travers des alliances avec la communauté internationale, donc qui traite celles qui résistent, des gens d'arrière-garde qui sont en train de revendiquer des solutions qui n'ont pas marché par le passé. Personnellement, je souhaite que les Maliens qui rêvent d'un autre Mali, qui s'investissent dans cette direction, prennent à bras le corps ces questions dont tu viens de parler. Au fil du temps, au bout de 9 longues années de lutte dite anti-djihadiste, nous nous sommes rendus compte que plus des 2/3 de notre territoire n'est pas en sécurité. Le phénomène a pris de l'ampleur au-delà de nos frontières et on va vendre maintenant à toute l'Afrique de l'Ouest l'idée selon laquelle la priorité absolue c'est la lutte contre l'ennemi commun qui est le terrorisme. Sauf que chemin faisant, à la faveur de la guerre d'Ukraine, on nous dit qu'il y a un ennemi plus dangereux que Al-Qaïda et l'État islamique, qui est la Russie et de Poutine. Nous reviendrons là-dessus. Je vais juste dire que la complexité et la gravité de la situation dictent à nous tous, gouvernants et gouvernés, de prendre plus au sérieux la question du modèle économique. À quel agenda obéit tout ce qui a été fait jusqu'ici au nom du développement et qu'on en soit là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire convoiter comme jamais auparavant. Tu as parlé de la convoitise, de cette volonté de dépossession et tout y est, quoi. Tout se passe comme si rien ne s'est passé depuis les années 60, ou en tout cas l'effort de décolonisation, de prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes, dans une perspective vraiment de libération totale du continent, on est loin du compte. Donc, je le dis parce que après la levée des sanctions de la CEDEAO, la France ne s'en cache pas, elle maintient les siennes jusqu'à ce que l'élection ait lieu, et l'élection présidentielle étant la plus importante, puisqu'il s'agit d'avoir à sa solde quelqu'un qui peut poursuivre cet agenda. Donc, plus important que la date et la transparence des urnes, l'intelligence de ces questions-là. Un électorat majoritairement composé de jeunes et de femmes qui en veut aujourd'hui, outillé, parfaitement imprégné de ces enjeux-là, peut non seulement bousculer les partis politiques comme jamais auparavant, acculer les candidats, les obliger à mettre sur la table la réponse à ces questions brûlantes de l'heure qui sont non seulement celles du Mali et de la sous-région qui est ciblée, mais toute l'Afrique et sa diaspora. Je pense que pour des pays comme la France ou les États-Unis, la question de la sécurité économique passe par la sécurité énergétique et renvoie à la sécurité nationale. C'est dans ce contexte-là que les États-Unis ou les puissances impériales disent qui est le bien, qui est le mal. L'axe du mal se définit par les pays qui mettent en danger la sécurité économique de l'Occident. On est terroriste quand on met en danger cette sécurité-là. Et je pense que le cas du Mali est justement ciblé dans ce contexte-là. C'est un pays qui est en mesure de mettre en danger les intérêts géostratégiques de l'Occident, notamment de l'Europe, en particulier de la France. C'est pour cela que les sanctions sont maintenues spécifiquement par la France. D'autre part, il y a un lien qui est lié à la question évidemment de la main-d'œuvre, puisque le Mali est un pays d'émigration. Et derrière cette question de sécurité économique, il y a des points qui renvoient au transfert d'argent, aux circulations d'argent dans l'espace ouest africain, mais également depuis la diaspora malienne vers le Mali. Et ça, ce sont des questions qui inquiètent de plus en plus la France, parce que son modèle de développement qu'elle a imposé aux pays africains s'inscrit dans la continuité des politiques coloniales et des politiques de coopération. On sait que ce modèle-là passe par l'extraversion, par l'aide au développement, par l'assistanat, et que ce sont des formes de modèles dont la jeunesse africaine aujourd'hui ne veut plus. Elle ne veut plus cette assistance-là, elle ne veut plus cette aide au développement. On pourrait dire que Thomas Sankara aujourd'hui revit dans ce discours de on veut une aide qui nous aide à nous passer de l'aide, d'où le fait qu'on regarde vers d'autres partenaires, alors qu'on devrait peut-être d'abord commencer par identifier ce que nous voulons déjà à l'échelle du Mali. Que veut précisément la jeunesse malienne? Que veulent exactement les femmes maliennes? De quoi ont-elles exactement besoin?
Je pense qu'à partir du moment où on fait cette identification des besoins, cet audit, on peut orienter le modèle économique vers quelque chose de plus endogène, vers quelque chose qui répond au premier lieu aux satisfactions des besoins des populations. Et ça, ce sont des expériences qui ont déjà été tentées dans le passé, que cela soit en partie le Mali déjà sous Modibo Keïta, que cela soit également la Tanzanie de Julius Nyerere, avec vraiment le concept d'autosuffisance, ou encore des pays comme, je pense à un moment, le Ghana de Nkrumah, qui avait pensé une industrialisation qui soit en phase avec les réalités des populations. Maintenant, sur la question de ce modèle économique-là, il ne peut passer que par une souveraineté militaire. Donc la question évidemment du franc CFA se pose, et le Mali a déjà eu une expérience en dehors du franc CFA à l'indépendance, et je pense qu'on est dans des processus de recherche d'une seconde indépendance qui doit être économique. Et ça nécessite que les élites fassent également, je dirais, leur mise à jour. Ils fonctionner sur des modèles qui sont dissociés, discordants de ce que les populations vivent et de ce que les populations espèrent. Donc à mon avis, il y a aussi un travail à faire du point de vue de la sociologie des élites politiques, de leur fonctionnement économique, de la manière dont la démocratie et les élections sont vues comme des rentes et des moyens de prédation sur l'État, de la captation également des ressources publiques, et je pense d'une véritable révolution de valeurs qui doit faire l'objet d'un vrai travail de fond. Maintenant, du point de vue du panafricanisme dans ce contexte-là, le Mali est un pays enclavé. Dans la mondialisation, on considère que les pays enclavés ont un fort handicap parce que ce sont des économies littoralisées qui drainent la mondialisation. Il faut avoir accès aux pays côtiers. Et donc du coup, il y a cette image d'un Mali évidemment dépendant des pays côtiers, et donc facilement isolable, facilement sanctionnable par la fermeture des frontières et par la fermeture des voies d'acheminement qui viennent des littoraux. Je pense que cette lecture doit être renversée puisque au XVe siècle, avant que l'Afrique soit prise dans des schémas d'extraversion, nous avions des économies qui étaient circulaires à l'intérieur du Sahara. C'est-à-dire qu'il y avait une économie du Sahara qui à l'époque était florissante. La difficulté est que lors des dernières décennies, cette économie-là, cet espace-là s'est criminalisé du fait justement de l'introduction de cette question sécuritaire. Et du point de vue des Occidentaux, le Sahara constitue un espace utile. C'est-à-dire qu'ils ont un découpage de l'Afrique en espaces utiles et inutiles, et ils savent ce qu'ils peuvent laisser aux Africains, c'est ce qui ne leur apporte rien. Tout ce qui coûte aux Africains, on peut le laisser aux Africains, mais tout ce qui rapporte à l'Occident, l'Occident doit en garder le contrôle. Et le Sahara, le nord du Mali et d'autres espaces font partie justement de cette logique économique qu'il est important de repenser. Et donc l'un des éléments, réinscrire l'économie dans l'espace. Et derrière cette réinscription de l'économie dans l'espace, eh bien, il y a un devoir de l'État qui est de réaffirmer sa position, ou le fait effectivement qu'on a l'impression d'être dans un cercle entre les questions économiques, les questions géostratégiques et les questions militaires. Donc il faut en sortir par le haut, trouver un moyen également de s'inspirer des impulsions venues d'en bas et opérer une révolution économique. S'agissant de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas, c'est vrai à propos des espaces, mais c'est vrai aussi dans le cadre de la division internationale du travail, régional et sous-régional aussi. Quand on regarde les secteurs, on a tendance à dire aux peuples considérés comme inférieurs et à leurs dirigeants, faites la politique politicienne, faites la démocratie, nous on s'occupe de l'économie. En fait, l'économie capitaliste, mondialisée et financiarisée est un enjeu trop important pour permettre aux inférieurs de s'en occuper. C'est ça que je vois dans la conduite de ce qui est censé être la démocratie dans nos pays. Délibérément, les partis majoritaires comme les opposants s'enferment dans un débat fratricide et totalement stérile sur les élections. On va aux élections comme on va aux affaires. C'est comme ça qu'ils appellent ça d'ailleurs. Parce que c'est une démocratie affairiste. Et même ceux qui ont une bonne expérience de l'état des lieux, toute cette logique, y entrent, comme tu le dis d'ailleurs, s'engagent dans le cadre de la défense de leurs propres intérêts. Comment entrer, puisque l'économie marche si mal, en tout cas pas dans le sens de l'intérêt national, donc on y entre en servant de relais
aux investisseurs étrangers, on se positionne. Ce silence politique autour de cette réalité, moi, me pose un sérieux problème. Parce que nous le savons, il y a les grandes entreprises, mais il y a aussi les actionnaires. Il n'y a pas une seule entreprise étrangère qui n'ait pas ses actionnaires nationaux et qui se battent bec et ongle pour accéder au pouvoir et continuer à servir le système. C'est de cela qu'il s'agit dans la quasi-totalité de nos pays. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on passe en revue, compte tenu de l'actualité brûlante ici au Mali. C'est vrai que la CEDEAO fait semblant de desserrer l'étau, mais je n'y crois pas tellement, j'y crois d'autant moins qu'en écoutant le président récemment élu, celui de la Guinée-Bissau, je crois qu'il n'a pas tellement compris, puisque lui, il veut maintenant mettre en place quelque chose anti-putsch, alors que le meilleur anti-putsch, c'est de servir les intérêts de son peuple. Ses intérêts sont éminemment économiques. Donc, comment lire la CEDEAO dans ce contexte? Comment lire le poids politique d'un pays comme la Côte d'Ivoire, dans une moindre mesure le Sénégal, mais la Côte d'Ivoire, et le rôle de l'ONU, de l'Europe, de l'OTAN? Ça fait beaucoup, mais je sais que ceux qui nous écoutent veulent voir quel est le lien entre tous ces acteurs de la communauté internationale. Et c'est une division du travail entre différents acteurs institutionnels. Oui, alors, lors du 5e congrès panafricain en 1945 à Manchester, les militants ont clairement précisé que la seule démocratie possible, c'est la démocratie économique. C'est-à-dire que si on ne pose pas la question de l'économie au cœur de la démocratie, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas juste le vote, l'élection, etc. Et les modèles de démocratie imposés par l'Occident sont des démocraties libérales. Ce qui indique bien déjà le biais économique, le biais idéologique qui est derrière. Le fait que nos États soient inscrits dans ce cadre démocratique-là fait que nous avons une extraversion également politique du pouvoir. C'est-à-dire qu'on cherche la reconnaissance par la communauté internationale. C'est la Banque mondiale ou le FMI qui dit quel est le bon gouvernement ivoirien, quel est le bon gouvernement de tel ou tel pays lorsqu'il y a confrontation entre deux régimes. Ensuite, c'est également l'ONU qui joue un rôle à ce niveau-là, depuis notamment la crise du Congo, puisque Patrice Lumumba a été destitué par un président qui s'est empressé d'arriver aux Nations Unies avant Lumumba pour dire que c'était lui le véritable représentant du Congo au regard de la communauté internationale. Donc nous sommes dans des situations où ce sont finalement les agents externes qui décident de qui dirige nos pays et pas réellement les populations. Donc il y a une problématique de légitimité, de légalité qui se pose d'autant plus dans des contextes effectivement de coups d'État, de transition, en sachant que certains coups d'État sont plus démocratiques que des élections. C'est ça aussi qui est paradoxal. Un autre élément, je pense, dans tout cela, c'est évidemment le rôle de la France, puisque le Mali est une ancienne colonie française, et que la France, dans tout cet espace ouest africain, a su le balkaniser pour garder la mainmise sur la plupart des institutions sous-régionales à travers une domination numérique de ces institutions-là via le plus grand nombre d'États présents. Dans le cas de la CEDEAO, le véritable poids lourd de la CEDEAO, c'est le Nigeria sur le plan économique, mais sur le plan politique, comme on est sur des logiques démocratiques d'un pays qu'une voix, eh bien les pays du précaré français dominent cet espace-là, et donc peuvent imposer, ou peuvent, je dirais, faire passer au niveau du Ghana, au niveau du Nigeria, au niveau de la Guinée-Bissau, c'est-à-dire des pays qui sont dits non francophones et qu'on pense comme étant plus souverains, des mesures qui sont pilotées depuis Paris. Ensuite, il faut se rappeler aussi que Paris a tenté de déstabiliser le Nigeria. Boko Haram, au niveau du bassin du lac Tchad. Il y a aussi un lien très particulier avec le Ghana, de Nana Akufo-Addo, et là récemment le voyage de Macron en Guinée-Bissau. Donc, il y a une diplomatie française qui est à la fois directe depuis Paris et indirecte depuis les capitales ouest-africaines, qui est longtemps passé par Blaise Compaoré, aussi par Alassane Ouattara aujourd'hui. Ensuite, à l'échelle supérieure, au niveau de l'Union africaine, là aussi on a une institution qui, elle, est totalement, financée déjà de l'extérieur, qui ne dispose pas des moyens de ses ambitions, elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de force de pression sur les gouvernements, et donc cette Union africaine-là n'est pas non plus en mesure, je dirais, de servir de bouclier aux intérêts du continent africain. Donc elle est à reformer de fond en comble sur des bases réellement panafricanistes, comme celle du groupe de Casablanca au moment des années 60. Ensuite, sur les institutions plus globales, notamment les Nations Unies,
au tournant des années 60, on a pensé que les Nations Unies pouvaient être un cadre pour repenser justement le système économique international, le modèle économique international. Il y avait la recherche d'un nouvel ordre économique international avec la CNUSED, l'idée qu'on pouvait utiliser les Nations Unies pour renégocier les différents accords économiques à l'échelle internationale. Ça n'a pas été le cas du fait justement des enjeux de la guerre froide. Lorsque le mur de Berlin s'est effondré, on est rentré dans cette logique du tout néolibéralisme et l'ONU s'est progressivement adaptée, je dirais, à cette manière de diriger les pays sous la forme d'un consortium d'entreprises. Et donc on a vu rentrer dans les Nations Unies eh bien, des entreprises qui ont des intérêts, notamment sur la question sécuritaire. Donc on parle beaucoup du mercenariat, mais aujourd'hui il y a une institutionnalisation du mercenariat qui passe aussi par des manières dont fonctionnent d'une certaine manière aussi les casques bleus. Ce qui se passe avec la MONUSCO et avec la MINUSMA, les mandats de ces structures-là qui sont des mandats de défense, de maintien de la paix, qui ouvrent la porte à d'autres types, je dirais, de partenariats militaires, posent des questions sur le véritable rôle des Nations Unies. On l'a vu depuis la crise du Congo, on le voit aujourd'hui au Mali, on l'a vu hier en Libye, on a vu l'ingérence dans les élections dans certains pays africains comme en Côte d'Ivoire. Donc il y a, je pense, de la part des Nations Unies et de son Conseil de sécurité, un bras armé de l'impérialisme. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie et la Chine, effectivement, sont en train de faire basculer un peu cet ordre international. Tout à fait. Et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, notamment dans le cas des BRICS, de ce que ça représente en termes de promesses ou de désillusions. Et je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons surtout travailler la question de notre unité et établir les bases du modèle que nous voulons voir à l'échelle internationale. C'est-à-dire introduire dans ces espaces-là nos exigences, et si nos exigences ne sont pas, je dirais, respectées, être en capacité de se retirer de ces instances-là. Donc ça, c'est un enjeu, je pense, qui est assez important. Après, il y a d'autres outils de soft power, la francophonie, évidemment, qui est très active en termes de réseau d'influence. On a également tout ce qui relève, je dirais, des moyens de pression plus lourds, donc le cas de l'OTAN, sur lequel je pense qu'il est important de finir. Au moment de la mise en place de l'OTAN, la France avait négocié l'inclusion notamment de l'Algérie dans l'espace à défendre de l'OTAN. Et on sait bien que la guerre d'Algérie avait un front sud, qui est le Nord Mali, et que l'objet de la France était évidemment de se tailler un espace dans tout le Sahara pour justement protéger des immenses ressources du Sahara dont l'Europe avait besoin pour sa reconstruction. Pétrole, uranium, or, etc. Et on voit bien aujourd'hui dans la manière dont on veut découper le Mali, dont on veut découper le Congo, la Libye, etc., le retour de ces vieux impérialismes qui visent en fait à sécuriser des ressources stratégiques sous peine qu'elles tombent dans les mains d'autres adversaires à l'échelle impérialiste. Donc on voit bien qu'il y a un partage du gâteau qui se fait sur le dos des Africains et que la France, selon ses intérêts, utilise l'Empire, utilise l'Europe, utilise la communauté internationale ou utilise les vallées africains pour, dans le cas du Mali, tenter de faire plier ce pays parce qu'il est la clé d'une partie des richesses du Sahara aujourd'hui. Je pense que ce qui se passe ici au Mali, disons, ressemble à une blessure narcissique, une somme de camouflets que Emmanuel Macron essuie ici. Et au plan politique, il aurait tellement voulu aller aux élections en disant voilà, le Mali s'est fait, il y a eu les élections, et Barkhane enregistre des victoires, ce n'a pas été le cas, et camouflet militaire, puisque lui-même, sous prétexte que le Mali voulait négocier avec les djihadistes, donc je m'en vais, il décrète de partir. Et camouflet géostratégique, et puisque la Russie gagne du terrain. Donc sur tous ces plans, c'est un président aux abois. Nous avons le droit et le devoir d'être audacieux. C'est ici que ces pays doivent pouvoir se remettre en question. Parce qu'ils sont conscients de leurs propres limites et de leurs dérives. Mais il faut pouvoir le leur dire. Et c'est ce que je te propose, que je propose à tous ceux qui nous écoutent, d'être plus fort, de parler d'une voix, d'aller à l'essentiel, de cesser de nous torpiller mutuellement à différents niveaux. Je te remercie pour ce premier entretien
et nous donnons rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent pour une autre thématique. Merci.